Bon, alors tout d'abord, merci pour l'invitation. Bon, comme ça a été dit, je suis économiste. Donc de ce point de vue-là, je ne suis pas un technologue sur les questions de ressources hydrométallurgiques, et donc je vais avoir un discours un peu décalé, assez général sur ces sujets. J'espère que malgré tout, il va vous intéresser. Bon, en tout cas, ceux qui m'ont invité ont pensé que ça allait être potentiellement intéressant. Je vais essayer d'être à la hauteur de leurs attentes. Deuxième chose que je souhaite dire, c'est aussi le fait que je réfléchis à ces questions de soutenabilité de la gestion des ressources naturelles qui sont des questions traditionnelles de l'économie depuis assez peu de temps, et je suis entré dans ce dossier parce que je réfléchissais beaucoup aux questions climatiques et qu'il m'est apparu que pour les traiter sérieusement, il fallait intégrer ces discussions sur la gestion des ressources naturelles, épuisables en particulier, notamment parce que, on discutera, elles sont nécessaires, certaines en tout cas, en particulier les ressources métalliques, sont nécessaires à la réalisation d'une transition climatique efficace. Par ailleurs, ce que je vais faire, j'ai décidé d'avoir des thèses un peu tranchées, afin de susciter le débat, qui pourront peut-être vous apparaître comme manquant de nuances, mais je fais ça un peu sciemment aujourd'hui. Quelque part, je veux un peu tester aussi des thèses un petit peu tranchées que je peux avoir. Voilà. Donc, je passe maintenant à mon exposé. Alors, je vais traiter la question de la soutenabilité des ressources en répondant successivement à 4 questions. D'abord, je vais m'interroger sur le processus historique qui nous a amenés à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, en particulier une situation de saturation de la capacité de l'atmosphère à stocker du carbone. Je vais ensuite répondre à la question du rôle, je vais m'interroger sur le rôle de l'innovation, et en particulier est-elle capable de nous sortir de cette situation. Vous verrez qu'en fait, cette question en suscite enfin pas immédiatement, suscite en fait une autre question qui est celle de notre capacité à mettre en place des politiques publiques pour susciter cette innovation et donc pour sauver le climat. Et enfin, je reviendrai sur la question du caractère critique ou non de ces ressources minérales nécessaires à la transition climatique. Voici le plan que je suis. Alors, Votre micro s'est désactivé. Désolé, Monsieur Glachant. Mon doigt a dû riper. OK. Donc là, vous m'entendez, je pense. Alors, comment en est-on arrivé là? Attendez, excusez-moi, j'ai un petit problème sur mon écran. Là. Je n'arrive pas à... Bon. Je n'arrive pas à réduire la vignette. Ah voilà, ça y est. OK. Donc, comment en est-on arrivé là? Il faut en fait faire un petit peu d'histoire économique et en revenir d'abord à la situation qui a prévalu pendant les millénaires, que nous, économistes, avons tendance à qualifier de stagnation malthusienne. Qu'est-ce qu'était la stagnation malthusienne? Nous sommes des êtres humains, et les êtres humains ont un avantage décisif sur les autres êtres vivants qui peuplent notre planète, c'est d'être des innovateurs, de créer des idées. Et le modèle
historique depuis la naissance de l'humanité, ça a été pendant très longtemps de combiner ces idées avec du travail musculaire, donc mécanique, avec du capital physique des bâtiments, des machines que nous construisions, et puis avec des ressources naturelles qui étaient au premier chef la terre, hein, que l'on utilisait pour produire des denrées agricoles qui nous nourrissaient, et puis des ressources naturelles renouvelables du type du vent, l'énergie hydraulique, pour compléter un peu la panoplie des ressources que nous utilisons. Et avec ces 4 éléments combinés, nous produisions des biens et des services, et puis en dynamique, nous améliorions la performance de cette production de biens et de services, avec créant ce qu'on appelle, nous, des gains de productivité, hein, l'amélioration de l'efficacité du processus productif. Et donc, nous créions de la richesse. Cette richesse conduisait à inciter les êtres humains à faire plus d'enfants ou alors à diminuer les problèmes, à améliorer la santé, donc à augmenter la population. On avait donc une augmentation de la population. Et puis, comme les gains de productivité n'étaient pas encore très rapides, cette augmentation de la population, en fait, avait l'inconvénient de diminuer la richesse par tête. Et donc, on retombait finalement les gains d'innovation que nous avions réussi à produire se dissipaient dans cette augmentation de la population et nous restions sur une économie qui maintenait l'essentiel de l'humanité à un niveau de subsistance. Donc c'est ça qu'on appelle la stagnation malthusienne. Le fait que pendant du coup des millénaires, la population de la Terre a peu augmenté, et le niveau des richesses matérielles a également assez peu augmenté. Alors, il y avait d'ailleurs par ailleurs des fluctuations de cette population très très importantes liées à des épidémies qui pouvaient être absolument incroyables. La peste noire, en 5 ans, au XIVe siècle, c'est, pense-t-on, de 50 à 70% de la population européenne qui disparaît. Juste pour montrer que les fluctuations pouvaient être importantes. Arrive ensuite la révolution industrielle. Qu'est-ce qui se passe avec la révolution industrielle? C'est que... alors, attendez. Qu'est-ce qui se passe avec la révolution industrielle? C'est que tout d'un coup, on a de nouvelles idées qui consistent à créer des machines qui utilisent des ressources minérales, métalliques, souvent, des ressources minérales, et puis des énergies fossiles, pour améliorer cette production de biens et de services. Et donc, tout d'un coup, grâce à cette bifurcation technologique, hein, qui consiste à avoir ces objets utilisant des énergies fossiles en particulier, les gains de productivité s'accélèrent et on arrive à sortir de cette trappe malthusienne. C'est-à-dire que l'augmentation de la richesse induit toujours une augmentation de la population, mais cette augmentation de la richesse est suffisamment rapide pour que ça ne nous ramène pas au niveau de la subsistance. Et du coup, comme on n'est pas au niveau de la subsistance, on se met à passer du temps, par exemple, à s'éduquer, à être de plus en plus innovant, et du coup, s'installe un cercle vertueux dont l'innovation est le moteur principal, où l'augmentation de richesse conduit à plus d'innovation et donc un espèce d'effet boule de neige qui conduit à cette croissance que nous connaissons depuis la révolution industrielle. Cette croissance, c'est elle qui explique ces corrélations entre une augmentation donc, de la richesse par tête, la croissance, une augmentation de la population, une augmentation de la santé, de l'éducation, du confort. Donc, voilà pour les effets positifs de ce modèle. Et puis les effets plus négatifs, c'est une augmentation de la consommation
de ressources minérales et d'énergie fossile, et ce qui va avec une augmentation du stock de carbone dans l'atmosphère et une augmentation des autres pollutions. Alors, ce qui est... Excusez-moi encore, j'ai encore des ajustements avec mon clavier, je ne comprends pas. Alors, ce qui se passe, alors où ça nous a amené tout ça? Ça nous a amené à stocker de plus en plus de carbone dans l'atmosphère. Ce que représente ce schéma, c'est... excusez-moi. Ce que représente ce schéma, c'est le budget... Alors, il représente le budget carbone total, la quantité de carbone totale qu'il faut mettre dans l'atmosphère pour rester à une limite de 2 degrés d'augmentation par rapport à l'ère industrielle. Donc, ce budget total est égal ici à 28 plus 72. Et ce que dit ce graphique, c'est que sur ce budget total, on en a déjà utilisé la plus grande partie, hein, ce sont les 72 ici en gris, et il ne reste à partir de 2017 plus que 28. Alors, je suis désolé, je ne me souviens plus de l'unité, hein, c'est pour ça que j'en reste aux valeurs numériques. Mais le message ici est important, c'est que le budget résiduel de carbone qui nous reste à partir de 2017 est moins du quart du budget total que nous avions avant la révolution industrielle. Il y a une étude très intéressante qui a été publiée il y a 5 ans par des chercheurs de Imperial College dans Nature, et ils viennent d'ailleurs d'actualiser cette publication il y a quelques mois. Alors, ce qu'ils ont fait il y a 5 ans, c'est de comparer le budget carbone que nous venons de voir, résiduel, le budget carbone résiduel que nous venons de voir, avec la quantité de carbone disponible, récupérable encore dans le sol, sous la forme de pétrole, de gaz, de charbon limite. Et donc, c'est ce que représente ici ce graphique. Hein. Ils ont distingué d'ailleurs 2 choses, à la fois pour chacun de ces stocks de carbone stockés dans le sol, ils ont distingué les ressources, donc en marron foncé, qui correspondent à la quantité récupérable tout le temps avec les technologies actuelles ou futures sans tenir compte des conditions économiques actuelles. Donc, une vision extensive de ce que sont ces stocks disponibles. Et puis, les réserves, c'est les quantités qui sont récupérables sur les conditions économiques actuelles. Et ce que vous voyez immédiatement, hein, visuellement, c'est qu'on a beaucoup plus de ressources récupérables de carbone qu'il n'y a de capacité pour le stocker ensuite si on l'utilise dans l'atmosphère. Donc, la leçon qu'ils en tirent, c'est, je ne vais pas vous lire en détail le tableau de leur publication ici, on va juste se contenter de regarder le cadre gris à droite. Et donc, la leçon essentielle de leur exercice, c'est que pour limiter à 2 degrés le réchauffement de la planète, avec une probabilité de 0,66, donc qui est l'objectif tel qu'il est formulé par le GIEC, il faut laisser dans le sol 1/3 des ressources en pétrole, la moitié des ressources en gaz et 80% des ressources en charbon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il faut changer de logiciel par rapport au logiciel qu'on avait pendant des décennies. La limite à la croissance telle que nous la vivons, hein, cette croissance fondée sur la consommation d'énergie fossile et de ressources mécaniques, ça n'est pas l'épuisement des ressources énergétiques fossiles. On est dans une situation où, au contraire, il y a maintenant trop de pétrole, trop de gaz et trop de charbon. La limite, c'est la capacité de l'atmosphère à stocker du CO2.
Et le point qui va être très important dans la suite de mon exposé est que c'est une mauvaise nouvelle. J'explique brièvement, je commence à expliquer en quoi c'est une mauvaise nouvelle. Le point essentiel est que le caractère épuisable du pétrole, du gaz ou du charbon aurait été réglé par une autorégulation du marché. C'est-à-dire qu'on aurait été dans une situation où les coûts d'extraction augmentant, la rareté de la ressource disponible augmentant, le prix de ces ressources aurait augmenté, rendant du coup plus rentable des efforts de recherche de substituts, des efforts en matière d'efficacité énergétique, des efforts d'innovation pour faire tout ça, et donc une diminution à cause de ce signal prix de la quantité de CO2. Ce n'est pas l'épuisement des ressources qui va régler notre problème. Et donc, il va falloir trouver une autre solution sur laquelle je reviendrai plus tard. C'est la question de la régulation publique des émissions de CO2. Ce qui est clé dans cette dynamique, dans la dynamique que je décris ici, c'est le rôle de l'innovation. Le moteur de la croissance économique, c'est cette innovation qui consiste perpétuellement à inventer des objets consommant de l'énergie. On continue à le faire en permanence. Il y a tout ce débat sur le numérique, sur les smartphones, tout ce débat sur l'effet rebond. On a mis en place une innovation qui crée des nouveaux objets, satisfaisant de nouveaux besoins, des nouveaux objets qui consomment de l'énergie, qui sont donc achetés, utilisés et qui du coup émettent du CO2. Donc on a créé comme ça un paradigme technologique fondé sur une consommation d'énergie fossile sans cesse croissante, alimentée par de l'innovation. Et donc la question de savoir si on va être capable de changer de paradigme technologique, c'est la question de savoir si on va être capable de rediriger nos capacités d'innovation, qui sont énormes, vers des solutions bas carbone. Et là, on va retrouver le débat sur le débat médiatique simplificateur sur alors est-ce qu'on va pouvoir faire de la croissance verte, c'est-à-dire continuer à croître économiquement, mais de manière moins émettrice de carbone grâce à l'innovation, ou est-ce que on sera amené à rentrer dans une phase de décroissance parce que l'innovation ne fera pas suffisamment le job. J'en arrive du coup à la deuxième partie de mon exposé sur l'innovation. Je vais vous montrer pour cela quelques graphiques pour essayer d'expliciter un peu la question. Alors, ce premier graphique, c'est un graphique qui est paru, que nous venons de faire paraître la semaine dernière dans Nature Energy. Donc là, vous avez un peu des résultats de recherche d'actualité dans ce papier que je vous invite à lire, qui fait un peu le point sur la question de l'innovation bas carbone, en s'appuyant sur des statistiques de brevets pour quantifier le phénomène et son évolution dans le temps. Alors, sur ce graphique, qui est un peu le graphique de référence de l'article, nous avons représenté l'évolution de deux indicateurs. Le premier indicateur en vert, l'indicateur le plus important, c'est la part de l'innovation bas carbone brevetée au niveau mondial dans la totalité de l'innovation brevetée toujours au niveau mondial. Donc, ça mesure le poids qu'a aujourd'hui l'innovation bas carbone dans l'innovation totale, et ce, au niveau mondial. Et ce que vous voyez sur cette courbe en verte, si vous vous concentrez sur cette courbe en verte, est que si depuis 1990, c'est-à-dire la signature de l'accord cadre des Nations Unies sur le climat, nous étions dans une phase de croissance très marquée,
jusqu'en 2010, 2011. Donc, finalement, ce qui représentait une évolution assez favorable, enfin favorable du point de vue de la lutte contre le changement climatique. On est depuis 2010, ou en tout cas entre 2010 et 2016, qui est la date finale qui a été choisie dans ce graphe, faute du fait d'un problème de disponibilité des données postérieures. Vous voyez qu'on est dans une phase de décroissance, ce qui ne manque pas d'inquiéter. Et si on regarde maintenant la deuxième courbe, la grise, elle représente donc le prix du baril. Et vous observez un parallélisme qui est croissant, un parallélisme qui est frappant, donc croissant. Et par ailleurs, hein, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les liens de causalité qui existaient entre les deux, hein, qui montrent que ce n'est pas seulement là ici de la corrélation statistique, mais il y a un vrai rapport de causalité. Le prix de l'énergie, ici approximé par le prix du baril de pétrole, et le prix du baril du pétrole est une très bonne proxy du prix de l'énergie en général. Le prix de l'énergie est un facteur majeur dans la détermination du niveau d'effort dans l'innovation bas carbone. Et le message ici, du coup, pour un économiste, c'est l'idée que l'innovation est profondément endogène, c'est-à-dire qu'elle est déterminée, c'est du travail humain, et donc elle est déterminée par le contexte économique dans lequel les innovateurs évoluent. Et ici, dans le cas précis de ce graphe, on voit que une variable, le prix de l'énergie, est une variable absolument décisive. Bon, d'ailleurs, et là, c'est juste une incise par rapport au débat actuel sur l'augmentation du prix de l'énergie. L'augmentation du prix de l'énergie, comme vous le savez, on en parle énormément, augmente fortement, et ça a commencé à partir de 2017-18 avec un petit trou d'air pendant la période Covid d'il y a un an. Et donc, ce trend baissier qu'on observe sur ce graphe dans l'innovation bas carbone depuis 2010, il n'existe plus maintenant. Hein, on est reparti à la hausse sur l'innovation bas carbone. On peut en tout cas le supposer, et ça vient d'ailleurs d'être montré pour une sous-classe de technologie dans un papier récent. Le deuxième graphe que je vais montrer, c'est un exemple que vous connaissez tous, qui est celui des panneaux photovoltaïques, et en particulier de l'explosion de la performance de cette technologie. Vous avez sur ce graphe représenté de 2006 à 2017 le prix du module photovoltaïque, bon, mesuré en dollars par watt, donc un prix normalisé. Et vous voyez une division du prix par 8 en 10 ans. Je ne sais pas si... Enfin, je pense que vous qui êtes beaucoup dans l'innovation, vous avez évidemment conscience qu'on est là sur des progrès qui sont hallucinants en termes d'ampleur. On est vraiment sur une explosion de la performance. Et cette performance, cette exposition de la performance, elle ne s'est pas faite du tout par ce que nous, économistes, on appelle souvent le learning by searching. C'est-à-dire que cette performance n'a pas augmenté parce qu'on a fait des super découvertes dans des laboratoires de recherche. Au contraire même, si, je n'ai pas montré le graphe ici, mais si vous regardez les statistiques de brevets sur le photovoltaïque, pendant que cette performance ici explose, l'activité, le nombre de brevets déposés dans le photovoltaïque s'effondre. Et
ce qui se passe en fait, c'est une autre forme d'innovation qui est absolument essentielle, qui est le learning by doing, une amélioration de la technologie qui ne se fait non pas dans les laboratoires de recherche, mais dans les usines à travers l'amélioration incrémentale de la technologie, à travers des effets d'échelle. Et cette amélioration, elle a eu lieu où? Elle a eu lieu dans des usines chinoises, hein, et vous connaissez sans doute l'histoire hein, de la quasi-disparition des producteurs de panneaux européens, japonais, américains, évincés par des entreprises chinoises qui ont donc divisé par 10, quasiment, ou par 8, le prix des panneaux. Ce déploiement, cette innovation donc, très, très intense, elle est le résultat du déploiement d'une technologie, le panneau photovoltaïque, qui était initialement très coûteuse et subventionnée par des politiques publiques. Et c'est du coup la conclusion intermédiaire que je tire hein, en réponse à cette question-là, à la question du potentiel de l'innovation pour nous sauver du changement climatique, c'est la bonne question, c'est en fait, serons-nous capables de mettre en place des politiques publiques pour créer les conditions économiques nécessaires à cette innovation? J'ai donné ici, à travers mes deux graphes, deux exemples de ces politiques publiques. Un prix du carbone qui serait capable d'augmenter le prix de l'énergie, en tout cas à l'achat par les consommateurs d'énergie. Et puis des subventions ici au déploiement des énergies renouvelables, qui ne sont que deux illustrations d'une réalité plus générale. Quid des politiques publiques pour susciter cette innovation? Alors, on passe à cette question. Le point clé, c'est que la lutte contre le changement climatique est un bien public mondial. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, ça part d'un constat de physique. Le carbone traverse les frontières. Une tonne de carbone, qu'elle soit émise au Kazakhstan ou à Paris, elle a le même effet sur le climat. Ce qui veut dire que le bénéfice de l'action climatique d'un pays va profiter à l'ensemble de la planète, bon, à des degrés divers. Ça va évidemment dépendre du niveau d'exposition de ces pays au changement climatique. En tout cas, tous les pays vont profiter de l'effort d'un pays, alors que le coût de cet effort réalisé par un pays est supporté à 100% par le pays en question. Et donc, si on est dans une stratégie purement nationale, si on est dans des calculs purement nationaux d'égoïsme national qui consistent à définir des politiques en comparant les bénéfices pour le pays avec les coûts pour le pays, on ne va pas s'en sortir. Les politiques nationales ne seront pas à la hauteur de l'enjeu, puisque l'arbitrage qui aura été fait au niveau national pour définir ces politiques aura ignoré le bénéfice de la politique nationale sur les autres pays. Et dans ce contexte-là, c'est ce contexte-là qui explique la nécessité absolue d'une coopération internationale sur les sujets climatiques. Cette coopération internationale est la condition première, puis c'est celle qui est absolument nécessaire pour qu'émergent des politiques nationales ambitieuses. Alors, vous pouvez avoir des pays qui, de manière transitoire, vont un peu être des pionniers et vont faire plus d'efforts que d'autres, donc plus d'efforts au profit de la communauté mondiale en supportant des coûts. C'est peut-être la situation aujourd'hui de l'Europe par rapport à d'autres zones du globe, mais l'Europe ne continuera à être pionnière sur des politiques nationales ou européennes de lutte contre le changement climatique que si, de l'autre côté, des Américains, des Japonais, des Indiens, des Chinois se mettent aussi s'insèrent également dans ce processus. Bon. Donc, la question de la politique publique
climatique, c'est d'abord la question de la possibilité d'une régulation internationale. Et alors là, on est pour l'instant, je vais être un peu provocateur, mais mon sentiment profond est qu'on est mal parti. Alors, on a beaucoup parlé de l'accord de Paris sur le climat. Vous avez Fabius qui pleurait quand il tapait avec son marteau en 1995, quand on a signé l'accord de Paris sur le climat. Qu'y a-t-il dans l'accord de Paris sur le climat? D'abord, ça fait 12 pages, hein, donc je vous invite à le lire. Je pense que certains ont déjà lu. Dans ces 12 pages, il y a quelque chose qui est assez précis, qui est l'objectif, donc l'objectif des 2 degrés. Et par contre, l'accord lui-même est une coquille largement vide en matière de moyens pour l'atteindre, puisque en fait, ce que dit essentiellement l'accord de Paris, c'est que chaque pays va devoir définir sa Nationally Determined Contribution, son NDC, dans un dispositif qui n'est pas contraignant. Quand on regarde en plus le passé, par exemple ici, je représente la carte mondiale et les respects des engagements du protocole de Kyoto de 1997 par les pays qui y étaient engagés. Vous voyez qu'en rouge, on a, et en rouge, en bleu, on a les pays qui ont respecté leurs objectifs. Et en gros, il n'y a que l'Europe qui a respecté ses objectifs, plus l'ex-Union soviétique, mais oubliez le cas de l'ex-Union soviétique parce que ces objectifs étaient tellement faibles qu'ils le respectaient déjà dès le début. Et donc, on est sur des systèmes qui sont juridiquement non contraignants, où du coup, le risque de ne pas atteindre les objectifs est très grand. Bon, je vois qu'il est 42. Je vais donc accélérer. Donc, sur la question de savoir si nous serons capables de mettre en place les politiques publiques nécessaires, qui est une question qui est fondamentalement géopolitique, je ne peux pas répondre aujourd'hui, même si je viens d'exprimer des doutes. Alors, sur les ressources minérales nécessaires à la transition écologique, bon, vous savez que la transition énergétique va exiger de la consommation d'une quantité beaucoup plus importante de ressources minérales que les solutions traditionnelles. Je ne vais pas lire en détail ici ce graphique, mais si on regarde uniquement le haut du graphique, donc c'est extrait de ce rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui fait couler beaucoup d'encre, et à juste titre parce qu'il est très bien fait. Vous voyez qu'une voiture électrique consomme beaucoup plus de métaux qu'une voiture conventionnelle, par exemple. Ce graphique montre, par exemple, aussi que par rapport à l'année de référence 2020, si on veut être sur un scénario qu'ils appellent SDS, c'est-à-dire le scénario de l'accord de Paris, il va falloir, d'ici 2040, multiplier par 4 la consommation de matières premières, de ressources minérales. Alors, je vais aller directement pour finir. Je vais donner un point de vue qui, sur ce sujet-là, donc certains, du coup, face à ce challenge, cette multiplication par 4, tiennent un discours assez pessimiste, puisque ce qui veut dire que finalement, même si on arrive à avoir des politiques climatiques ambitieuses, accord de Paris, etc., on n'aura pas les moyens en termes de ressources minérales de satisfaire nos besoins. Je veux là insister sur cette leçon essentielle de l'économie, de l'analyse économique des ressources épuisables, qui est une discipline qui a 150 ans maintenant, qui est qu'on a, à la différence de la régulation du stock de carbone dans l'atmosphère, qui exige une politique publique, on a cette fois-ci, pour ces limites à la croissance que peuvent constituer la disponibilité des ressources minérales, le marché offre une forme d'autorégulation qui a fonctionné depuis très longtemps.
vous avez une augmentation de la rareté, ça augmente le prix. Cette augmentation du prix ralentit la consommation et donc diminue la pression sur la ressource. Il augmente l'innovation dans les technologies d'extraction et dans les substituts. Il augmente l'exploration, il facilite le développement des substituts et donc il diminue la rareté. Vous voyez que ce schéma, qui est un schéma autorégulé par le marché, peut fonctionner pour ces ressources minérales, alors qu'il ne fonctionne pas sur l'autre ressource limitée qui est la capacité de l'atmosphère à stocker du carbone. Voilà mon histoire. L'épuisement des énergies, pour la résumer, l'épuisement des énergies fossiles n'est plus la limite à la croissance. C'est la capacité de l'atmosphère à stocker du carbone, ce qui est une mauvaise nouvelle puisque gérer cette contrainte va nécessiter une régulation internationale qu'on voit mal émerger dans le contexte actuel, en tout cas à des niveaux suffisants d'ambition. Si on arrive à la faire émerger, il y aura effectivement de fortes tensions sur les métaux critiques, mais là, à la différence du premier problème, l'autorégulation du marché peut fonctionner et offrir du coup les solutions pour relâcher la contrainte. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation. Si vous avez des questions dans l'Assemblée, n'hésitez pas à les poser dans le fil de la conversation. Pour ma part, oui, moi j'ai beaucoup d'interrogations parce que finalement, c'est un problème qui est très complexe et on a tendance à peut-être simplifier un peu souvent les choses en se disant, voilà, tout ce qui est issu du pétrole génère beaucoup de… Quand je dis pétrole, c'est en règle générale, hein, les ressources fossiles génèrent beaucoup d'émissions de CO2, donc pose un problème effectivement de réchauffement de la planète. Et on présente souvent les énergies bas carbone comme étant propres, des énergies propres, production propre d'énergie. Pourtant, on sait que c'est pas si simple que ça. On sait que quand on a des procédés hydrométallurgiques, on va consommer de l'eau. Si on a des procédés pyrométallurgiques, on va consommer beaucoup d'énergie. Donc, si on consomme de l'énergie, c'est souvent de l'énergie fossile d'ailleurs. Donc, on contribue aussi à la production de CO2. Bref, la solution, elle semble pas très, très simple. Et comme vous l'avez bien montré, si on décide de basculer complètement vers un système dans lequel on s'affranchit des ressources pétrolières et qu'on souhaite vraiment passer sur du renouvelable, de l'éolien, du solaire, etc., on n'a pas forcément toutes les ressources qu'il faut. Donc, parfois, on voit émerger ces termes théoriques, comme vous en avez parlé au tout début, de la décroissance. Alors, c'est en général quelque chose qui peut faire peur. Et justement, comme ce sont des domaines qui, moi, me dépassent en tant que chercheuse en génie des procédés, est-ce que vous pourriez nous donner des éléments sur cette fameuse décroissance que certains nous présentent comme étant potentiellement une solution pour sortir de l'impasse, entre guillemets, vers laquelle on semble se diriger? Oui. Première chose, la croissance n'est pas aujourd'hui, n'est pas l'objectif de nos sociétés. Là, je ne parle pas du futur, d'un futur où il y aurait une lutte contre le changement climatique beaucoup plus intense. Simplement, depuis des décennies, la croissance n'est pas notre objectif unique. On cherche aussi à réduire les inégalités, on cherche aussi à améliorer l'éducation pour des raisons qui ne sont pas uniquement liées à des gains économiques. Donc, on est déjà aujourd'hui à faire finalement des arbitrages entre croissance économique et d'autres objectifs. Le climat et la pollution en général nous invitent à réviser ces arbitrages et à mettre dans la balance un arbitrage, une contrainte supplémentaire qui est d'essayer de réduire nos impacts environnementaux. Il y a deux moyens pour le faire. Il y a un premier moyen qui est d'améliorer nos technologies polluantes pour limiter la pollution, et ça, c'est l'innovation verte. Et puis l'autre moyen qui est de réduire l'utilisation de ces technologies, et de passer de réduire nos usages
Et donc de passer sur une logique qui est plus une logique de sobriété, d'abstinence, qui réduit l'activité économique. Comme j'ai essayé de l'expliquer, ce qui est donc absolument clé, c'est la capacité, pour savoir si on sera du côté de la croissance, une croissance atténuée d'ailleurs par rapport à la croissance actuelle, ou du côté de la décroissance, c'est la capacité de notre système à générer de l'innovation à un niveau suffisant. Et cette capacité à générer de l'innovation verte à un niveau suffisant, elle va dépendre de notre capacité à générer des politiques publiques suffisamment ambitieuses pour créer les conditions de cette innovation verte. Et donc la question fondamentale, Ah, on vous a perdu, à moins que ce soit de